Merci, M. le Président. Je suis pas tout à fait heureux de me lever en cette chambre. En tout cas, pas sur cette question, du moins, M. le Président. Heureux en général d'y être. Très heureux. Et d'avoir à débattre de cette question-là un peu moins. Je vais partager mon temps, je vais vous dire au départ, je vais partager mon temps avec ma collègue de Rivière-des-Mille-Îles. Donc, c'est fait. J'aimerais revenir à la base. Vraiment, reculer un peu dans le temps, quelques années seulement. Mais pas juste pour se rappeler que le problème qu'on confronte actuellement est créé de toutes pièces. Il a été créé par ceux-là même qui l'instrumentalisent maintenant pour faire des décisions véritablement méprisantes envers les Canadiens en général et plus particulièrement les Canadiens qui ont des difficultés d'emploi actuellement. Si les différents gouvernements, libéraux et conservateurs, il y a quelques années seulement, n'avaient pas pigé dans cette caisse qui est payée à même la poche des travailleurs canadiens, nous serions devant un fonds de plus de 50 milliards. Pas devant un fonds sous-financé de moins de 2 milliards, où maintenant on peut instrumentaliser l'idée qu'il faut faire attention à ce fonds-là, faire attention, puis il va en manquer, puis il y a du monde qui abuse de ce pauvre petit 2 milliards-là. On avait collectivement produit un coussin de 50 milliards qui n'est plus là. Si on avait ça aujourd'hui, projet pilote pour aider les régions à passer à travers les difficultés des industries saisonnières, il n'y en aurait pas de problème. Grande réforme pour faire exactement ce que les pays qui ont peu de problèmes en ressources humaines, l'Allemagne, la Norvège, font actuellement, de se concentrer, que cet argent-là serve à une obsession de la formation continue. C'est là qu'est la clé. En Allemagne, en Norvège, quand quelqu'un veut suivre un cours, on ne lui enlève pas son chômage. On lui dit, si c'est pertinent avec les besoins de l'économie, on va te maintenir au chômage si quelqu'un ne sait pas lire et qui veut apprendre à lire. On ne lui coupe pas son chômage. On lui dit, est-ce que tu es capable en tant de nombre de semaines d'apprendre à lire? Parce qu'on comprend que si on le soutient dans l'apprentissage de compétences de base ou dans l'apprentissage de métiers qui sont fortement en demande, c'est l'ensemble de la collectivité qui sera plus prospère à moyen et court terme. Ici, actuellement, si on avait ce 50 milliards-là, nous pourrions commencer à établir ces politiques-là partout au Canada et voir le Canada devenir aussi prospère que la Norvège ou l'Allemagne. J'aimerais rappeler que les deux pays en question ne sont pas du même côté du spectre. Hein? Les Norvégiens sont clairement social-démocrates. C'est pas si précis que ça par rapport à l'Allemagne, mais ils partagent tous les deux cette obsession-là de la formation continue et d'associer les outils de recherche d'emploi à former les gens constamment. Ils sont dans un bourbier économique bien pire que le nôtre. Hein? Leurs partenaires financiers, nous, les Américains, l'économie a certaines difficultés à être relancée, mais ce n'est pas une catastrophe. Ces deux économies-là sont à côté de partenaires qui vivent des catastrophes économiques. La Grèce, on le sait tous, par exemple. L'Espagne, qui a des difficultés énormes. Et malgré un bourbier épouvantable, ils arrivent à s'en tirer avec moins de problèmes de ressources humaines et une prospérité comparable et supérieure à la nôtre. Mais ils n'ont pas pris des outils aussi majeurs que 50 milliards pour aider les gens à être aptes à l'emploi et de dilapider dans toutes sortes de trucs qui actuellement permettent à ce gouvernement de manipuler un faux sous-financement parce qu'il aurait dû être un outil majeur pour la prospérité du pays. Donc maintenant, on est devant C-38. C-38 qui réduit les problèmes de ressources humaines, d'environnement, à des problèmes budgétaires. Hein? Parce que tout va se régler à travers le budget. Note importante que je me suis mis ici, l'exercice budgétaire prioritaire. Priorité absolue. Preuve en est, l'écrasante majorité des gouvernements néo-démocrates dans les provinces ont une feuille de route exemplaire pour accoucher d'un budget équilibré. Il y a quelques rares exceptions, mais sinon, on est en proportion ceux qui ont le mieux réussi ça dans les administrations provinciales. C'est une priorité absolue. Le problème, quand on associe les grandes questions, les grands champs de compétences de la société, environnement, ressources humaines, quand on réduit ça à une analyse budgétaire, on peut perdre l'aspect
d'investissement, de pérennité. C'est normal. Si je m'occupe du budget, la seule question que je pose, c'est je peux te sauver 2 piastres demain. Je veux sauver 2 piastres demain. Je ne me pose plus la question, est-ce que c'est 2 piastres qui vont nous coûter collectivement 25 piastres de perte de compétences ou d'investissement pour l'avenir? Alors, la grosse loi Mammouth, C-38, réduit des champs de compétences hyper importants, environnement, ressources humaines, à une simple question budgétaire, et on ne peut pas penser à une orientation plus dépourvue de vision à long terme que celle-là. Il me reste combien de temps, Monsieur le Président? Un 4? OK. Je vais concentrer mes prochains commentaires sur une réalité des régions, parce que visiblement, malgré le fait que le Parti conservateur a en grande pompe, au Québec du moins, eu un slogan pendant la dernière élection qui était « le pouvoir aux régions », qui me rappelait vaguement les slogans à un monsieur qui s'appelait Duplessis au Québec. Malgré le fait qu'ils ont beurré les poteaux de téléphone de tout ça pendant 40 jours, dans les faits, ce que je vis depuis mon élection, c'est des fermetures de Service Canada en région. Des fermetures de 20, 25, 30% des services postaux dans plusieurs des villages de ma circonscription. On vient d'apprendre une baisse de 50% des services de train. Halifax, Toronto, ben pourquoi pas? Hein? On va tomber de plein fouet sur l'industrie touristique, mais pourquoi pas en plus s'assurer qu'il va y avoir moins de touristes qui sont capables de prendre le train de nuit pour aller passer une semaine dans les Maritimes, puis au Québec, pourquoi pas? Excellente idée, bon timing, parfait. Et là, on est devant cette réforme-là de l'assurance-emploi qui frappe de plein fouet une industrie qui, par sa nature même, est très, très grandement saisonnière. Le tourisme. Beaucoup de régions sont extrêmement attirantes en été, mais ne le sont pas en hiver. Donc, ils n'arrivent pas à développer, même les hommes d'affaires les plus brillants de ces régions-là n'arrivent pas à développer un cycle sur 12 mois. S'ils pouvaient le faire, ils le feraient, croyez-moi, Monsieur le Président, ces gens-là sont des gens d'affaires, qui sont brillants. S'il y avait moyen de faire quoi que ce soit, une initiative qui serait moindrement rentable en décembre, en janvier, en février, ils le feraient. Depuis à peu près un mois, en qualité de porte-parole en matière de PME et tourisme, j'ai rencontré au Québec, seulement au Québec, puis dans les Maritimes, j'ai rencontré l'honorable ministre Paris en Nouvelle-Écosse. J'ai rencontré, évidemment, les organismes de mon secteur, tourisme de Rivière-du-Loup. J'ai rencontré les gens qui s'occupent du tourisme pour les Acadiens. J'ai rencontré les gens qui s'occupent du tourisme pour l'ensemble de Terre-Neuve, l'ensemble de la Nouvelle-Écosse, qui s'occupent des projets spéciaux pour le développement touristique pour le sud de la Nouvelle-Écosse. Enfin, j'ai rencontré des douzaines d'organismes. Un bon tiers m'ont exprimé qu'ils étaient inquiets. Un bon 2 tiers m'ont exprimé qu'ils étaient fortement fâchés des décisions qui étaient prises actuellement. L'ensemble, tous, m'ont communiqué qu'ils n'avaient jamais été consultés. Jamais été consultés. Une industrie milliardaire. Hein? On parle de près d'1 milliard seulement pour la Nouvelle-Écosse, on peut près de 2 milliards pour Nouveau-Brunswick, près de 2 milliards en Nouvelle-Écosse, plus de 5 milliards pour le Québec, pour l'Est du Québec. On parle d'une industrie plusieurs fois milliardaire qui doit vivre des cycles économiques difficiles, donc qui est directement concerné par le genre de politique d'assurance-emploi qu'on va imposer, passer dans la gorge des Canadiens, et ils n'ont jamais été consultés. Le gouvernement en place leur dit, mais ne vous inquiétez pas, on a l'espèce de clause raisonnable. On a mis le mot raisonnable dans notre projet. Raisonnable, ça ne veut absolument rien dire si ce n'est pas défini. Ça sera raisonnable en vertu de quoi? Dans le point de vue de qui? Je vais donner une minute. Je vais donner un seul exemple de quelque chose qui est impossible. J'ai entendu un haut placé d'un gouvernement conservateur de l'Est du pays se poser cette question-là avec moi. Il n'y avait pas plus de réponses que moi. Un maître d'hôtel qui voit, durant les 4 mois d'hiver, 80% de son chiffre d'affaires tomber. C'est saisonnier. Il n'y a pas de piste de ski à côté de son auberge. Est-ce qu'il va aller travailler à la quincaillerie du coin pendant 4 mois? L'entrepreneur qui a la quincaillerie au coin, il le sait que le maître d'hôtel est un homme brillant, mais ça fait des années qu'il ne l'engage pas pendant ces 4 mois-là, parce que le mettre 2 mois en formation pour devenir compétent en peinture, pour ensuite le voir repartir à l'hôtel, c'est pas rentable.
Alors, les entrepreneurs des régions, ce ne sont pas des imbéciles, c'est des gens brillants. Et je trouve extraordinairement présomptueux, ce gouvernement, de dire qu'ils vont établir un système qui va enfin les faire fonctionner. Merci, M. le Président. Question et commentaire, l'honorable ministre des Anciens combattants. Monsieur le Président, alors ma question pour le collègue de Monsieur le Président du Bas-du-Fleuve, je voudrais dire, ou de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, est très simple. Écoutez, on a un projet de loi qui permet de connecter les emplois disponibles avec les travailleurs, premièrement. Deuxièmement, on a un programme, Monsieur le Président, qui permet à nos travailleurs d'avoir plus d'argent dans leur poche pendant des périodes creuses et ensuite qui peuvent retourner dans leur emploi saisonnier. Et ensuite, finalement, Monsieur le Président, on a une mesure qui vise à faire en sorte qu'on donne les emplois disponibles aux Canadiens avant de le donner aux travailleurs étrangers. Alors, ma question est très simple. Pourquoi s'opposer à une mesure, finalement, qui est à l'avantage de nos travailleurs dans toutes les régions, et notamment dans toutes les régions du Québec? Merci. L'honorable député de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Monsieur le Président, visiblement, mon collègue a porté peu l'attention à ce que je viens de raconter, d'expliquer. La notion de raisonnable, elle n'est pas gérable, elle n'est pas définie. Et dans un secteur qui est nécessairement cyclique, nécessairement saisonnier, on n'en a pas de réponse. Je veux bien croire qu'il y a peut-être une bonne foi de l'autre côté. Il n'y a pas de réponse. L'exemple que j'ai donné tantôt est ingérable pour l'entrepreneuriat des régions. Merci, M. le Président.